Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Géopolitis et merci de votre attention. Quelle est aujourd'hui la place de la France dans le monde? Peut-elle encore être qualifiée de grande puissance? Le président français tente de s'illustrer dans un ordre mondial métamorphosé. L'année 2023 a été pour Emmanuel Macron celle du tournant officiel dans les orientations de sa politique africaine. La France cherche à renouer avec différents pays du continent en réaction au sentiment anti-français qui se développe. Un jeu d'équilibriste pour l'ancienne puissance coloniale qui répète à l'envi que la France-Afrique, c'est fini. La présence militaire française a été remise en question en Afrique, mais elle reste importante dans le monde. La France, qui compte par ailleurs sur une industrie militaire de poids pour limiter sa dépendance vis-à-vis de l'étranger, mais aussi pour s'offrir un levier diplomatique en exportant son armement. On le dit gaullien, tant il s'inspire de la pensée du général de Gaulle. Emmanuel Macron n'hésite pas en tout cas à puiser dans ce mythe en cultivant l'image d'une France forte et qui se distingue des autres pays. L'ombre du général semble donc toujours planer sur la France, lui qui avait fait part en 1966 de son intention de quitter le commandement intégré de l'OTAN, un coup d'éclat diplomatique qui avait permis à la France d'afficher son indépendance à l'égard des États-Unis. Après 43 ans d'exception française, en 2009, sous Nicolas Sarkozy, la France finit par rejoindre le commandement intégré de l'OTAN, mais la peur du suivisme reste ancrée. Emmanuel Macron a d'ailleurs provoqué au printemps dernier un tollé diplomatique en estimant qu'il ne fallait pas être précisément suiviste des États-Unis ou de la Chine sur la question de Taïwan et en privilégiant une troisième voie. Mais est-ce que la France a encore les moyens de ses ambitions? Nous allons en parler avec notre invité, le journaliste et auteur Richard Verly, correspondant à Paris Public, et ce, peu avant la visite d'État du président français prévue en Suisse. Mais tout d'abord, Nathalie Boujard a relevé quelques moments forts de la diplomatie française, selon Emmanuel Macron. Le conflit en Ukraine, révélateur des mutations de l'ordre international. Lorsqu'il éclate, Emmanuel Macron est à la tête de la présidence de l'Union européenne. Il tente d'empêcher la guerre, se démène pour garder Vladimir Poutine à la table des négociations, même à distance. Après l'invasion, le président français continue de croire au dialogue. C'est pour cela que si j'échange constamment avec le président Zelensky, j'ai aussi choisi de rester en contact et resterai en contact autant que je le peux et autant que c'est nécessaire avec le président Poutine. Convaincu que la Russie doit être arrimée à l'Europe, le président français cultive d'emblée l'échange avec Vladimir Poutine. Réception à Versailles en 2017, puis invitation à Brégançon 2 ans plus tard. Mais finalement, son discours envers la Russie se durcit. Il ne s'est pas pressé, tant le conflit résonne jusqu'en France, mais il est venu. Emmanuel Macron, en Israël. La lutte doit être sans merci, mais pas sans règles. Car nous sommes des démocraties qui luttons contre des terroristes. Des démocraties, donc, qui respectent le droit de la guerre et assurent l'accès humanitaire. Lien historique, proximité géographique et culturelle profonde à l'origine d'alliances reléguées au second plan. Syrie, Libye, Liban. La France a perdu de son influence au Moyen-Orient. Le projecteur diplomatique s'est déplacé vers les pays du Golfe. L'Arabie Saoudite, Emmanuel Macron a été parmi les premiers à accueillir son dirigeant Mohamed Ben Salman après le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Le Qatar et la signature récente d'un protocole de coopération, mais aussi les Émirats arabes unis. La France y a d'ailleurs une base militaire depuis 2009. Avec ces puissances dont l'influence grandit dans la région, les liens se resserrent, économiques, militaires, sportifs, diplomatiques et culturels. L'Indo-Pacifique, l'un des centres névralgiques des échanges mondiaux. C'est aussi le théâtre de l'affrontement entre la Chine et les États-Unis. Une région stratégique où la France occupe une place de choix,
7 des 13 départements, régions et collectivités d'outre-mer sont situés dans les océans Indien et Pacifique, habités par plus d'1,5 million de citoyens français. Emmanuel Macron y revendique une place à part entière. Nous sommes dans la jungle et il y a 2 éléphants de plus en plus nerveux. S'ils deviennent très nerveux, ils commencent à se battre et toute la jungle en souffrira. Le président français refuse l'allégeance à un camp ou un autre, multiplie les partenaires comme l'Inde, devenue incontournable. La France se profile comme puissance d'équilibre et tente de trouver sa place dans un ordre mondial plurilatéral, en pleine mutation. Bonjour Richard Verly. Bonjour. Vous êtes journaliste, correspondant d'abord pour Le Temps pendant de longues années, mais maintenant vous êtes correspondant pour Le Blick à Paris, donc vous connaissez très bien la France. Vous racontez la France, sa vie politique, sa vie sociale aussi au lectorat suisse. Et puis vous êtes auteur également, vous avez signé La France contre elle-même, paru chez Grasset. Vous préparez un nouvel ouvrage, Le bal aux illusions, toujours chez Grasset. Pourquoi la France refuse de s'adapter au monde. Dans le fond, c'est un travail sur la perception que l'on a de la France dans le monde, une perception qui est justement nourrie par les différentes images qu'on vient de voir, par les petites phrases d'Emmanuel Macron aussi, mais de la place de la France aussi qu'elle-même souhaite singulière. Oui, alors dans le cas français, vous le savez, en raison du système présidentiel, on associe la place, l'influence, la puissance de la France à la personnalité de son président. Ça a toujours été comme ça. Et évidemment, Emmanuel Macron étant beaucoup plus jeune que ses prédécesseurs, étant très dynamique, très pro-européen, il a imprimé sa marque. Et sa marque est a priori celle de la puissance. Emmanuel Macron veut une France forte et une France écoutée. La difficulté, c'est que le monde d'aujourd'hui n'est plus celui de François Mitterrand, de Jacques Chirac, voire du général de Gaulle. C'est un monde beaucoup plus fragmenté, c'est un monde où la voix de la France est peut-être encore entendue, mais beaucoup moins attendue. La France ne peut être la France sans la grandeur. Voilà ce qu'écrivait le général de Gaulle dans ses mémoires de guerre. C'est une petite phrase qui peut peut-être faire sourire, qui peut séduire également. Est-ce que la France est aujourd'hui encore une grande puissance ? Je crois qu'elle l'est toujours lorsqu'elle trouve les bons sujets sur lesquels intervenir. Elle a les moyens d'une grande puissance. Elle ne les a pas tous, mais elle en a au moins 3 qui sont très importants quand vous voulez jouer un rôle dans le monde. Premièrement, elle a un appareil diplomatique. On a l'habitude de dire que la France a le 3e appareil diplomatique mondial après les États-Unis et la Chine en termes de nombre d'ambassades et de diplomates. Elle a la dissuasion nucléaire, ne l'oublions pas, et elle a le siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Et vous pouvez ajouter à ça son passé, son histoire, le général de Gaulle et tout ce qu'on vient de dire. Donc oui, elle peut être une grande puissance, mais elle ne l'est pas systématiquement. C'est fini. D'où l'obsession d'Emmanuel Macron, on le voit bien, de toujours identifier les sujets sur lesquels, selon lui, la France peut agir. Il y a par exemple eu ces jours-ci le forum sur la paix qui s'est tenu à Paris. Voilà la France médiatrice, la France puissance d'équilibre au pluriel, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Mais une France grande puissance avec un G majuscule et un P majuscule, je crois que c'est terminé. La personnalité du président français, vous avez parlé d'Emmanuel Macron, a toujours eu beaucoup d'influence sur la diplomatie française. Sous Chirac, par exemple, de mémoire de diplomate, la France était un acteur incontournable au Moyen-Orient. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, sous Chirac, ce qui reste, c'est 2 images et 2 décisions. La première décision, c'est le non à l'intervention américaine en Irak. La France ne s'associe pas. On oublie quand même de dire que l'Allemagne s'était allié à la France à l'époque et avait refusé aussi de s'engager en Irak. Ça, incontestablement, c'est 2003, c'est le fameux discours de Dominique Villepin aux Nations Unies. Et puis, il y a l'image de Jacques Chirac à Jérusalem. On parle beaucoup de Proche-Orient en ce moment, vous vous souvenez, où il repousse son escorte israélienne en disant « Je veux parler aux Palestiniens, je veux parler aux gens de Jérusalem-Est ». Il y avait chez Chirac cette forme de dissidence française, très gaullienne. Elle existe beaucoup moins maintenant, elle s'est beaucoup effacée avec Nicolas Sarkozy. L'adhésion à l'OTAN, c'est quand même vraiment l'abandon d'une partie de la doctrine gaulliste. Et puis ensuite, il y a eu François Hollande qui a eu de la peine à exister sur le terrain international. Et maintenant, Emmanuel Macron, je dirais qu'il rame pour récupérer cette puissance. Mais encore une fois, le monde a changé. Il y a un Sud global qui, comme on dit, qui est beaucoup plus revendicatif qu'avant. Et puis, il y a la guerre en Ukraine qui fait qu'en face de vous aujourd'hui, vous avez un axe, entre guillemets, composé de la Russie, de la Chine et d'autres pays alliés. Sur ce terrain, la France est souvent critiquée, voire raillée. Est-ce que c'est un procès un peu quand même injuste? Est-ce que les autres Européens, finalement, font mieux?
Je dirais que souvent, et moi qui ai beaucoup suivi les questions européennes, il faut reconnaître que les autres Européens, comme vous dites, s'abritent derrière la France. Il y a un procès fait à l'arrogance française, à cette volonté de la France d'être toujours sur le devant de la scène, au fait que la France donne des leçons. On lui reproche de faire ça, mais on est assez content qu'elle le fasse parce que ça permet d'être derrière caché et éventuellement d'en profiter. Donc je crois qu'il faut reconnaître que la France, notamment sur le terrain européen, Emmanuel Macron par exemple a cette formule d'autonomie stratégique qu'il martèle en permanence, ça énerve, mais beaucoup d'Européens sont assez contents qu'ils le disent parce qu'eux-mêmes n'osent pas le dire à Washington. Donc il y a encore cette capacité de la France à incarner une politique et à avoir les bons mots pour la défendre. La difficulté, c'est celle des moyens économiques que vous mettez derrière, parce que quand vous dites puissance aujourd'hui, ça veut dire moyens militaires, moyens économiques, capacité à pousser les sujets, et là, malheureusement, la France n'a plus ces moyens-là. La France tente de réagir face aux sentiments anti-français qui se développent en Afrique, par exemple. La France qui a longtemps considéré le continent africain comme son précaré et qui aujourd'hui ne cesse de répéter, c'est un peu devenu une ritournelle, hein, la France-Afrique, c'est fini. Regardez ce sujet d'Anne Delette. Première tournée d'Emmanuel Macron sur le continent africain. Un bain de foule, comme de nombreux présidents français avant lui. 6 mois après son élection, le président français l'assurait, la France-Afrique, c'est terminé. En visite à l'université de Ouagadougou, son intervention est alors acclamée par les étudiants présents. Je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent. Parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Mais le réveil est brutal. 6 ans après, dans les mêmes rues de Ouagadougou, c'est l'effervescence. Appel à la souveraineté du Burkina Faso, au rejet de la France, au départ de ses militaires. Qu'ils comprennent que l'heure a sonné. Nous avons 18 ans, nous sommes majeurs et vaccinés. Nous avons compris qui nous sommes, ce que nous avons et ce que nous pouvons faire. On a décidé de prendre notre destin en main. Le nouveau leader, Ibrahim Traoré, parade et rompt toute coopération avec la France. Il se tourne vers la Turquie et la Russie. Ce putsch s'inscrit dans une épidémie qui, en moins de 3 ans, ébranle le précaré français. 6 pays sont touchés. Le Mali en 2020, le Tchad, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger cet été et enfin le Gabon. Le retrait des militaires français du Sahel marque un recul d'influence de la France et appelle à un nouveau positionnement. Au Rwanda, après des années de tensions diplomatiques liées au génocide de 1994, la France présente ses excuses. En me tenant avec humilité et respect à vos côtés ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. Elle cherche aussi à améliorer son image en restituant quelques œuvres d'art à l'Afrique. Une loi est votée au Parlement. C'est un grand pas que la France fait vers ses anciennes colonies. Je trouve très important que l'Afrique retrouve son patrimoine. Sur un plan économique, Emmanuel Macron acte en 2019 la fin du franc CFA, un dernier vestige de la France-Afrique. Dans cette Afrique mondialisée, elle veut écrire une nouvelle page en s'appuyant sur la société civile et en parlant de coopération. Richard Verly, vous êtes journaliste, correspondant du Blick à Paris. Alors, Emmanuel Macron a voulu faire de l'année 2023 celle vraiment du tournant officiel dans ses orientations africaines. Est-ce finalement aujourd'hui la réelle politique qui l'emporte? La grande difficulté pour la France aujourd'hui, c'est qu'elle subit l'Afrique. Pendant très longtemps, la France a décidé, c'est elle qui fixait l'agenda avec ses anciennes colonies, puisque c'est de ça dont on parle, ce que vous disiez, ce qu'on appelle le précaré africain de la France ou la France-Afrique. La difficulté aujourd'hui, c'est que ce sont les Africains eux-mêmes, par des coups d'État, par des manifestations, par un refus de collaborer avec la France ou par la conclusion d'alliances avec d'autres partenaires, y compris la milice russe Wagner, eh bien ce sont les Africains qui fixent l'agenda. Et la France est obligée de suivre et de trouver des réponses
réponses, voire des ripostes. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est une contorsion pour l'appareil diplomatique français. Et je crois qu'on peut dire qu'on est dans une période d'ajustement. La France essaye, on l'a bien vu avec l'ambassadeur au Niger. Première décision d'Emmanuel Macron, il restera quoi qu'il en coûte, puisque le régime nigérien maintenant, ce sont des putschistes. Et in fine, on le rappelle parce qu'on n'a pas le choix. C'est ça, dans la salle d'attente du continent africain, il y a beaucoup de pays. Effectivement, est-ce que la France a sous-estimé vraiment la place de ces pays, par exemple la Russie, la Chine, mais aussi même la Turquie en Afrique ? Je ne crois pas que la France est sous-estimée. Je crois que les experts africains du Quai d'Orsay de la diplomatie française ont vu venir les Chinois, ont vu venir les Turcs. Quelquefois d'ailleurs, il y a eu des partenariats entre l'Agence française de développement et ces pays. Le nouveau venu, c'est la Russie. La Russie à travers la milice Wagner, parce que là on est sur un autre terrain, on est sur le terrain de la sécurité, on est sur le terrain militaire. Ça effectivement la France ne l'avait sans doute pas vu venir, puisque rappelons au début il y a eu une forme de coopération entre la France et la Russie en Centrafrique. La France voulait se retirer après son intervention de 2013, elle a laissé venir la Russie, mais en ouvrant la porte elle ne s'est pas rendue compte que la Russie allait rester et prendre d'autres positions. Est-ce que la France a trop misé sur le sécuritaire, sur le militaire en Afrique ? En gros, est-ce que la France est restée trop longtemps dans sa présence militaire française, donc en Afrique ? Ça, c'est un vrai débat. Vous avez deux manières de regarder le sujet. Soit vous dites, qu'est-ce que ça rapporte à la France d'avoir des bases en Afrique, même si certaines sont en train de fermer, comme celle du Niger. Ça lui rapportait une capacité de projection de ses troupes et ça lui rapportait d'être un atout sur la carte mondiale, notamment vis-à-vis des États-Unis. Les États-Unis étaient assez contents que la France ait des bases en Afrique sur lesquelles il pourrait s'appuyer. Ça, c'est le côté, ce que ça rapporte. Ce que ça coûte, c'est d'abord beaucoup d'argent et c'est un risque de se retrouver confronté à des manifestations. On pourrait dire qu'aujourd'hui, le coût est plus grand que le bénéfice et c'est la situation dans laquelle on se trouve. La présence militaire française en Afrique a été critiquée, mais elle reste importante dans le monde. La France, qui table aussi sur une industrie militaire vigoureuse, l'exportation de son armement représente un levier diplomatique avec ses succès et ses échecs. Elsa Anguinolfi. C'est un choix suisse qui a jeté un froid dans les relations avec le grand voisin français. Le F-35A a obtenu la meilleure note avec une nette avance par rapport à ses trois autres concurrents. Le 30 juin 2021, le Conseil fédéral décide d'acquérir 36 F-35 américains pour remplacer sa flotte d'avions de combat. Un contrat de 6 milliards de francs qui échappe à la France et ses Rafales alors que les négociations avec Paris étaient avancées. Une déconvenue suivie 2 mois plus tard de l'annulation par l'Australie d'une commande de 12 sous-marins à l'entreprise française Naval Group au profit d'un accord passé avec Washington et Londres. Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris. Donc ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout. S'ensuit une crise diplomatique intense entre les deux alliés de l'OTAN que sont la France et les États-Unis. L'industrie militaire française est un secteur sensible pour la France. Elle lui permet de limiter sa dépendance envers l'étranger pour équiper sa propre armée. En exportant son armement, la France assure à ses entreprises militaires des débouchés nécessaires et s'offre un levier diplomatique. Parmi les acteurs importants du secteur, Thales, qui produit notamment des radars militaires, Dassault et ses avions de combat Rafale, ou encore Naval Group, qui va construire le nouveau porte-avions français. La France est le 3e exportateur mondial d'armement, juste derrière la Russie, mais loin des États-Unis. Les premiers clients de la France en 2022 sont l'Inde, le Qatar, le Brésil, l'Égypte. Le premier pays européen, la Grèce, arrive en 5e position. Emmanuel Macron cherche à renforcer la place de l'industrie militaire française en Europe, au nom de l'autonomie stratégique qu'il appelle de ses vœux. Et quand je vois certains pays qui accroissent leurs dépenses de défense pour acheter massivement du non-européen, je leur dis simplement, vous préparez vos problèmes de demain. Il nous faut utiliser ce moment pour produire davantage en européen. En 2022, les prises de commande des entreprises françaises à l'exportation ont atteint des records. En juillet encore, l'Inde donnait son accord de principe pour l'achat à la France de 26 Rafales et 3 sous-marins. Richard Verly, voilà un joli contrat décroché par la France avec la vente de ses avions de chasse à l'Inde. C'est un coup double, à la fois économique et stratégique. Paris mise beaucoup sur l'Inde.
Oui, parce que l'Inde a une voix singulière dans ce Sud global. D'abord, c'est une démocratie, même s'il y a des tendances autoritaires chez le Premier ministre Modi. Et c'est un pays avec lequel la France peut trouver des relations intéressantes parce que les deux rapportent quelque chose aux partenaires. L'Inde rapporte une présence dans cette région Indo-Pacifique qui est chère à la France d'Emmanuel Macron. Et la France, finalement, se positionne différemment des États-Unis. Et vous savez que l'Inde est un pays qui a longtemps été dans l'orbite soviétique et qui a toujours eu des relations difficiles avec les États-Unis. Donc là, il y a une complémentarité qui peut expliquer le contrat qui vient d'être signé. Alors dans cette stratégie indo-pacifique, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, évidemment, comptent énormément. L'outre-mer pour la France, c'est un atout considérable. À condition de pouvoir se le payer, pardonnez-moi l'expression, mais c'est quand même ça. Quand vous avez des confettis d'un ancien empire, parce qu'il s'agit du legs, au fond, de l'empire français et de ses colonies et de ses possessions, il faut pouvoir les développer, il faut pouvoir assurer le bien-être de la population et il faut pouvoir surtout répondre à des aspirations qui sont des aspirations indépendantistes. Donc tout l'enjeu de l'outre-mer, oui, c'est un atout, oui, c'est un instrument, vous avez raison, mais à condition de stabiliser les relations avec ces territoires. Et c'est pas simple, on le voit en Nouvelle-Calédonie, les référendums, le boycott par les Kanaks. On voit en Polynésie aujourd'hui, les indépendantistes sont au pouvoir dans la région. Donc, si cette transaction est réussie, à ce moment-là, l'outre-mer pourra devenir vraiment un fer de lance de la présence française, notamment en Indo-Pacifique. Mais si ce n'est pas réussi, ça restera un problème. Et Mayotte, par exemple, tous les jours, on voit les images de la crise humanitaire et sociale à Mayotte. Mayotte, dont on a beaucoup parlé effectivement cette année. Alors, dans cette région toujours Indo-Pacifique, la France a vécu en tout cas comme une humiliation cette question des contrats avec l'Australie, et contrats dénoncés par l'Australie sur donc, cette affaire des sous-marins. Effectivement, c'était une humiliation en termes de contrat d'affaires. Vous avez la promesse signée de vendre 12 sous-marins, c'est quand même un très gros contrat, et d'un seul coup, sans être prévenu, ce contrat est dénoncé, et il est dénoncé par un pays, l'Australie, qui passe au même moment un autre contrat avec les États-Unis, votre allié. Donc c'était une humiliation. La France a eu tout à fait raison de porter ça à la connaissance de Joe Biden. Vous aurez remarqué qu'immédiatement après, Emmanuel Macron est allé en visite d'État avec le tapis rouge à Washington. Mais il y avait ni plus ni moins un constat stratégique. L'Australie a estimé que la bonne défense navale face à la Chine, c'est les États-Unis, ce sont des sous-marins nucléaires. Ça, on peut le comprendre. La revue stratégique australienne, on peut la comprendre. Je crois que les Français l'ont aussi compris quelque part. Ils ont négocié une indemnité de 500 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Mais effectivement, ça a été pris comme une humiliation. Et on peut dire que pour la puissance française, c'était un très mauvais signal. Et Emmanuel Macron, depuis, essaye de remonter la pente. Richard Verly, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes en train de préparer un ouvrage intitulé « Le bal aux illusions » à paraître l'an prochain chez Grasset. Merci à vous. Merci infiniment. Richard Verly l'évoquait, l'un des moments clés de la diplomatie française, c'était en février 2003. L'intervention armée en Irak faisait l'objet de débats nourris au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Face aux allégations américaines d'armes de destruction massive, la France s'était illustrée pour défendre un désarmement dans la paix. Le discours de Dominique de Villepin résonne encore aujourd'hui. C'est notre rubrique « Ce jour-là » avec Mélanie Ohaillon. Excellency Mr. Dominique Galouzeau de Villepin. Le 14 février 2003, à la table du Conseil de sécurité, Dominique de Villepin porte la voix de la France. Face à Colin Powell, le ministre français des Affaires étrangères se lance dans un plaidoyer contre l'intervention américaine en Irak. Une telle intervention pourrait avoir des conséquences incalculables pour la stabilité de cette région meurtrie et fragile. Elle renforcerait le sentiment d'injustice, aggraverait les tensions et risquerait d'ouvrir la voie à d'autres conflits. L'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. Entre les peuples, fractures... Dominique de Villepin est alors animé par une conviction. Une diplomatie patiente et minutieuse doit tout tenter pour éviter le recours à la force. Un discours qui, 20 ans plus tard, continue de faire écho aux ambitions guerrières des États. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix.
Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien. L'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Fait rare dans cette assemblée, Dominique de Villepin soulève l'enthousiasme de la salle, alors qu'il est coutume de ne pas applaudir. Merci de votre fidélité sur la RTS TV5 Monde comme sur notre chaîne YouTube. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Géopolitis. D'ici là, portez-vous bien.